Alors, dans ce chapitre, nous allons étudier une application qui va d'un espace vectoriel dans un autre, c'est-à-dire une application qui, en entrée, prend un vecteur et en sortie donne un nouveau vecteur. Donc, par exemple, en géométrie, on peut penser à une rotation, ou une translation, une homothétie, des choses comme ça. Alors, ces applications, on va leur demander à ce que ce soit linéaire, donc ce sera l'objet du premier paragraphe. Et ensuite, on verra qu'est-ce qu'on peut dire dans le cas particulier où les espaces vectoriels de départ ou d'arrivée sont de dimension finie. Donc, on va commencer par le premier paragraphe. Donc, comme dans les autres chapitres d'algèbre, la lettre K désigne R ou C, c'est-à-dire l'ensemble des réels ou l'ensemble des complexes. Donc, nous allons commencer par définir ce qu'on appelle une application linéaire. Donc encore d'autres notations, E et F désignent deux espaces vectoriels sur K. Donc là, ça se complique par rapport au chapitre précédent d'algèbre. Il n'y a pas un espace vectoriel, il y en aura deux, celui de départ et celui d'arrivée, et en général, ils peuvent être totalement différents, c'est-à-dire à un polynôme on peut associer une matrice, ou des choses comme ça. Alors, voyons voir la définition d'une application linéaire. Donc on prend F, une application qui est définie sur E, et à valeur dans l'autre espace vectoriel qui est grand F. Alors on dira qu'elle est linéaire lorsqu'elle vérifie ces deux propriétés simples. Pour tout vecteur x1, x2 dans E, f de x1 plus x2, c'est f de x1 plus f de x2. Donc f est compatible avec l'addition. Alors il faut faire attention à une chose, c'est qu'ici le plus se fait entre x1 et x2 qui sont des vecteurs de E, et à l'arrivée le plus se fait entre f de x1 et f de x2 qui sont des vecteurs de f. Donc ce n'est plus du tout dans le même ensemble. Alors deuxième chose qu'on demande, c'est que si alpha est un scalaire et x1 un vecteur, f de alpha x1, ça fait alpha f de x1. Donc on peut sortir comme ça les scalaires de la fonction, on dit que f est compatible avec la multiplication extérieure. Donc on voit que ce sont des conditions assez simples. Alors ensuite il y a beaucoup de notations. Donc, on va noter L majuscule de EF, l'ensemble des applications linéaires de E dans F. Donc, E, c'est l'ensemble de départ, F, c'est l'ensemble d'arrivée. Et donc, c'est une partie de F puissance E, qui est l'ensemble de toutes les applications de E vers F, linéaires ou non. Ensuite, des cas particuliers. Si E égale F, c'est-à-dire on prend le même ensemble au départ et à l'arrivée, L de F, ça devient L de EE. Alors, pour un petit peu simplifier, on le note L de E, ça veut dire qu'on va de E dans E. Et donc par contre, il y a un nouveau mot de vocabulaire, les éléments de L de E sont appelés des endomorphismes. Alors, en fait, il y a un mot qui n'est pas au programme au PCSI, c'est qu'une application linéaire, on peut appeler ça un morphisme. Et donc on retrouve là le mot, ici, endomorphisme, le terme endo sert à nous dire que l'ensemble de départ et d'arrivée sont les mêmes. Alors, deuxième cas, si on prend une application linéaire de E vers F, qui est bijective, alors on parle d'isomorphisme de E sur F. Ensuite, si on fusionne les deux, si on a à la fois un endomorphisme, c'est-à-dire qu'on va de E dans E et qu'on est linéaire, et un isomorphisme, donc en plus on est bijectif, alors F ne s'appelle plus un isomorphisme, mais un automorphisme. Donc un automorphisme, c'est le même ensemble de départ et d'arrivée, et la fonction est bijective, et elle est linéaire. Donc trois choses à vérifier. Alors l'ensemble des automorphismes de E, on le note, GL de E. Donc ça peut faire penser à GLN de K pour les matrices inversibles, on verra qu'il y a un lien plus tard. Et enfin, dernière chose, parfois l'espace vectoriel d'arrivée, ce sera K, c'est-à-dire K puissance N avec N qui vaut 1. Donc vraiment le plus simple possible. Donc on a une application linéaire du coup qui va à un vecteur de E associe un nombre. Alors ces applications linéaires particulières, on appelle ça des formes linéaires sur l'ensemble E. Alors on peut donner un premier exemple, un exemple à connaître, c'est l'application nulle de E vers F. Donc elle se note comme ça, 0 L de F. Donc à x, un vecteur de E, on associe
le vecteur nul de f. Donc c'est une fonction constante. Alors au niveau des notations, pour tout x dans E, l'application nulle de L de f évaluée en x donne 0 de f. Alors cette application est linéaire, c'est-à-dire qu'elle appartient à L de f. Donc voyons la preuve. Donc pour la preuve, on vérifie les conditions qui sont là. Donc on regarde déjà l'image d'une somme. Donc on prend x1 et x2 de vecteurs de E, et on regarde l'image de x1 plus x2 par l'application linéaire nulle. Ben, par définition, ça fait le vecteur nul de f, puisque la fonction est constante égale au vecteur nul de f. Ensuite, règle de calcul, on sait que le vecteur nul, c'est lui-même plus lui-même. Et alors le vecteur nul de f, c'est l'image de x1, et le vecteur nul de f, c'est l'image de x2. Donc on a bien montré que l'image d'une somme, c'est la somme des images. Deuxième condition, on prend alpha un nombre, x1 un vecteur, et on calcule l'image de alpha x1. Donc on trouve le vecteur nul, puisque la fonction est constante. Ensuite, on sait, d'après la règle de calcul dans un espace vectoriel, que le vecteur nul, c'est alpha fois lui-même. Et donc, c'est alpha fois l'image de x1. Et donc, on vient bien de montrer que l'image de alpha x1, c'est alpha fois l'image de x1. Donc, les deux conditions sont vérifiées. On peut bien dire que notre application nulle est une application linéaire. Ce qui explique pourquoi on la note 0, indice L de f, c'est pour dire que c'est l'application nulle dans l'ensemble des applications linéaires. Alors ensuite, on a deux conditions à vérifier pour la linéarité. On va les fusionner en une seule. Donc on prend petit f, une application de vers f quelconque. On va montrer l'équivalence de elle est linéaire, et quel que soit alpha nombre x1, x2, vecteur de E, f de alpha x1 plus x2 égale alpha f de x1 plus f de x2. Donc c'est un tout petit peu plus simple, et c'est ce qu'on utilisera en pratique. On vérifiera la deuxième propriété pour montrer qu'une fonction est linéaire. Donc on va prouver cette équivalence. Alors d'abord, on prend f, une application de E vers f, et on va montrer que 1 implique 2. Donc on la suppose linéaire, et on veut montrer ceci. Donc comme ça doit être vrai pour tout nombre et tout vecteur x1, x2, on fixe un nombre et deux vecteurs x1, x2 quelconque. Alors on utilise d'abord que f est linéaire, l'image d'une somme, c'est la somme des images. Ensuite, on utilise que f est compatible avec la multiplication par les scalaires, donc on peut sortir le alpha. On réinjecte ceci au-dessus, et on tombe sur la bonne formule. Donc on voit qu'on a utilisé les deux propriétés. La réciproque, donc cette fois on suppose que ceci est vrai pour tout alpha x1, x2. En particulier, c'est vrai pour alpha égale 1. Donc ici, 1 fois x1, ça fait x1, et 1 fois f de x1, ça fait f de x1. Donc on obtient ça. Et donc on a montré que l'image d'une somme, c'est bien la somme des images. Alors avant de faire la suite, il faut remarquer que si dans cette formule, on prend x1 x2 qui sont le vecteur nul de E, ici 0 plus 0 ça fait 0, donc f de 0 égale f de 0 plus f de 0. On en déduit que f de 0 c'est 0, attention, ce calcul se passe dans l'espace vectoriel d'arrivée, donc f de 0e ça fait f de 0f. Donc maintenant on peut repartir de ceci, où on prend, c'est vrai pour tout x2, donc on prend x2, le vecteur nul de E. Donc on arrive à ça. Ici alpha x1 plus 0, ça fait alpha x1. Et donc ce terme, on vient de montrer que c'est le vecteur nul de f, donc on remplace. Et ici, donc, un vecteur plus le vecteur nul, ça fait le vecteur. Et donc on vient de montrer que f était compatible avec la multiplication extérieure, et donc que f était linéaire. Alors voyons des exemples qu'il va falloir tous connaître. Donc encore un exemple général, c'est l'application identité, dont on avait parlé dans le chapitre sur les applications. Donc l'application identité de E, c'est l'application qui va de E dans E, et qui à x associe lui-même. Donc l'identité de E qu'on évalue en x, ça fait x. Alors on va montrer qu'elle est linéaire. Donc on utilise le théorème 2. On prend alpha un nombre, x1, x2, deux vecteurs de E. On calcule l'image par l'identité de alpha x1 plus x2. Par définition, ça fait alpha x1 plus x2. Mais si on fait alpha fois l'image de x1 plus l'image de x2,
Ici, l'identité de x1, c'est x1, l'identité de x2, c'est x2. Donc on a trouvé le même résultat. Et donc on a bien vérifié ceci, ce qui prouve que l'application identité est linéaire. Donc on a montré ça. Ensuite, elle va de E dans E. Donc c'est linéaire et qu'elle va de E dans E, c'est ce qu'on a appelé un endomorphisme. Et ensuite, on a vu au début de l'année qu'elle est bijective. Elle a une bijection réciproque qui est elle-même, par exemple. Donc si on a un endomorphisme qui est bijectif, on a appelé ça un automorphisme. Et donc, on peut dire que ça appartient à GL de E, l'ensemble des automorphismes de E. Alors, deuxième exemple. Donc là, c'est un cas particulier qu'il ne faut pas apprendre. Par contre, il va falloir apprendre la méthode. On va apprendre à montrer qu'une fonction de R³ dans R carré est linéaire. Donc là, ça va vraiment servir dans les exercices. Donc voyons, donc on a une fonction qui a un vecteur de l'espace associé à un vecteur du plan. Donc géométriquement, on peut imaginer une espèce de projection. Et au passage, on peut faire une rotation aussi. On peut projeter le vecteur et le faire tourner, ou des choses comme ça. Donc là, on n'a pas de définition géométrique, on a ce qu'on appelle une définition cartésienne, c'est-à-dire qu'on donne les coordonnées x, y, z du vecteur de départ, enfin plutôt ses composantes, et ensuite on vous donne ses composantes à l'arrivée. Alors il faut faire attention aux notations, donc u c'est un vecteur, il a trois composantes x, y, z, entre parenthèses avec des virgules. Son image, on peut le noter f de u, ou f de x, y, z. Donc là, on voit ça comme une fonction d'une seule variable qui est vectorielle. Et là, on voit ça comme une fonction de trois variables qui sont des nombres. Donc on a deux points de vue, une variable ou trois variables. Mais là, la variable est un vecteur. Là, les variables sont des nombres. Et ensuite, on voit qu'à l'arrivée, il n'y a qu'une seule virgule. Donc on a deux composantes. On est bien dans R carré. Donc ça, c'est possible de changer de dimension. Alors, on va apprendre à montrer qu'elle est linéaire. Donc c'est pas difficile, mais c'est un peu plus long. Donc là, on a réécrit l'énoncé. Donc on utilise le théorème 2. On prend alpha un nombre, u1, u2, deux vecteurs de l'espace. Alors ici, comme pour connaître l'image de u, il faut que je connaisse x, y, z, c'est-à-dire ses composantes, je suis obligé d'introduire des notations. Donc on note u1, ses composantes x1, y1, z1, donc qui sont des nombres, et u2, ses composantes x2, y2, z2, qui sont trois nombres réels aussi. Alors ensuite, je fais l'opération alpha u1 plus u2. D'après les opérations dans R³, ça fait un vecteur. Première composante, c'est alpha x1 plus x2. Deuxième composante, alpha y1 plus y2. Troisième composante, alpha z1 plus z2. Alors ces trois composantes, on peut les appeler grand X, grand Y, grand Z. Et donc ensuite, je calcule l'image par f de ce vecteur. Donc comme ces composantes sont grand X, grand Y, grand Z, ça fait grand F de grand X, grand Y, grand Z. Là, je prends la formule qui est ici, en remplaçant les petites lettres par des grandes lettres. Donc j'arrive ici. Et là, donc je déroule les notations à l'envers. Donc je remplace grand X, grand Y, grand Z par leur valeur en fonction de x1, x2, y1, y2, z1, z2. Donc j'arrive ici. Et alors ce vecteur, je vois que je peux le couper en deux. Celui où il y a tous les indices 1 et celui où il y a tous les indices 2. Et celui où il y a tous les indices 1, je vois que je peux mettre alpha en facteur. Donc c'est ce calcul qui est important. C'est là qu'il faut essayer de ne pas vous embrouiller entre les plus et les virgules. Ça n'a pas du tout le même sens. Donc si vous avez du mal à aller de là à là, il faut le faire à l'envers. Si vous faites alpha fois ce vecteur, vous multipliez tout le monde par alpha. Et après, c'est plus entre deux vecteurs. Donc vous prenez la première composante plus la deuxième composante plus la suivante. Alors quand on est là, on reconnaît f de x1, y1, z1, ici f de x2, y2, z2. Et donc alpha f de u1 plus f de u2. Donc je répète, quand vous referez ce calcul, faites bien la différence entre les plus, on additionne des nombres, et les virgules, on sépare différentes composantes dans nos vecteurs. Donc là, on a bien montré qu'elle était linéaire de R³ dans R carré, donc on peut dire que F appartient à cet ensemble. Alors après, des exemples plus généraux, la somme des composantes d'un vecteur de K puissance m.
Donc on va appeler ça grand S cette application, de K puissance n dans K. Donc on prend un vecteur avec n composantes et on lui associe la somme des composantes, c'est-à-dire un nombre. Donc là, un vecteur, on associe un nombre. On va montrer qu'elle est linéaire. Un peu le même principe qu'au-dessus. À la place de R3, vous avez K puissance n. Donc on prend alpha un nombre, U et V de vecteurs de K puissance n. Comme la définition de l'application S utilise les composantes, on doit donner des noms aux composantes de U et V. Donc les composantes de U, on les note comme ça, x1, x2 jusqu'à xn, les composantes de V, y1, y2 jusqu'à yn. On fait l'opération donc à puissance n, alpha u plus v. Les composantes sont alpha x1 plus y1, alpha x2 plus y2, etc. alpha xn plus yn. Ces composantes, on peut les appeler z1, z2, etc. zn. Ensuite, on calcule l'image par S de alpha u plus v. Donc ça fait la somme des composantes, c'est-à-dire la somme des zk. On remplace zk par alpha xk plus yk. On arrive ici, et là on sait qu'on peut couper en deux sommes par une propriété qu'on a appelée linéarité de la somme. Et donc on reconnaît alpha s de u plus s de v. Et donc on a montré que S est linéaire. Donc on voit que cette propriété qu'on appelait linéarité de la somme, le mot linéaire a un sens maintenant, c'est que notre application S est une application linéaire. Autre exemple qui ressemble un peu, une application I. Alors on prend une fonction continue sur le segment AB à valeur réelle, qu'on appelle f, et on lui associe son intégrale de a à b. Ceci est un nombre. Donc on va montrer qu'elle est linéaire. C'est un peu le même principe. Donc là on a recopié l'énoncé. Donc cette fois on prend alpha, un nombre. F et G sont des éléments de C0 de ABR, c'est-à-dire des fonctions continues. On calcule l'image de alpha f plus G. Donc par définition de la fonction I, ça fait l'intégrale de alpha f de t plus G de t dt. Par une propriété qu'on a appelée linéarité de l'intégrale, on peut couper en deux, et donc ça fait alpha i de f plus i de g. Et donc on a montré que I était linéaire. Donc là, même remarque, ce qu'on appelait linéarité de l'intégrale, le mot linéarité est correct, puisque la fonction I est linéaire. Donc ces deux exemples, on a vu que la linéarité de la somme ou la linéarité de l'intégrale, c'était vraiment de la linéarité, au sens du chapitre 17. L'autre analogie, c'est qu'ici c'est la somme discrète, là c'est la somme continue. Et dernière chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ici ça va de k puissance n dans k, à un vecteur on associe un nombre. Et ici ça va de C0 de ABR dans R, à un vecteur on associe un nombre. Donc ce sont ce qu'on a appelé des formes linéaires. Donc là on a deux exemples de formes linéaires. Et alors avec les polynômes, donc l'exemple le plus simple possible, c'est ce qu'on appelle la dérivation. C'est-à-dire vous allez de R de x dans R de x, et à P vous associez sa dérivée P'. Donc on va montrer que c'est linéaire, c'est aussi très simple. Donc on prend alpha un nombre, P et Q deux polynômes cette fois. On calcule l'image de alpha P plus Q, c'est-à-dire la dérivée de alpha P plus Q. Par une propriété qu'on a appelée la linéarité de la dérivation, ça fait alpha P' plus Q'. Vous reconnaissez alpha f de P plus f de Q. Et donc elle est bien linéaire. Et donc la linéarité de la dérivation, c'est bien de la linéarité au sens défini ici. Et comme on a même espace de départ et même espace d'arrivée, c'est un endomorphisme de R crochet X. F appartient à L de R crochet X. Voilà, donc ça nous fait déjà quelques exemples. Alors ensuite, voyons quelques règles de calcul. Donc pour une application linéaire, quelconque. Première propriété, l'image du vecteur nul de E est toujours le vecteur nul de F. Alors ici, c'est source de confusion. Le théorème 2, il peut vous faire penser au théorème de caractérisation des sous-espaces vectoriels. Alors dans le théorème cité, on fait alpha x1 plus x2, mais ce qu'on se demande, c'est si ça appartient encore à notre partie 2. Ici, on ne se demande pas à qui ça appartient, on se demande si son image est égale à la combinaison linéaire des images. Donc ça n'a absolument rien à voir. Et dans le théorème sur la SEV, on montrait que la partie était non vide en vérifiant que le vecteur nul était dans cette partie.
pour les applications linéaires, il n'y a rien à dire sur le vecteur nul. On n'en parle pas dans la vérification. Par contre, une fois qu'elle est linéaire, on sait que l'image du vecteur nul, c'est le vecteur nul, donc il n'y a pas besoin de le vérifier, ça va être automatique. Donc ça ressemble, mais finalement ce n'est pas du tout pareil. Donc il ne faut pas raisonner par analogie. Ensuite, on a vu que l'image d'une somme, c'est la somme des images, on peut montrer que ça marche avec la différence, et qu'en particulier, on peut sortir les signes moins. Et enfin, formule la plus importante, si vous prenez un entier naturel non nul, n vecteurs, n scalaires, f de la combinaison linéaire somme des lambda k xk, ça fait la somme des lambda k f de xk, c'est-à-dire l'image d'une combinaison linéaire et la combinaison linéaire des images. Donc ça, on va l'utiliser de façon intensive dans les calculs. On peut déplacer le f et le faire venir ici devant le vecteur xk. Ça, ce sera vraiment très important. Donc on va esquisser rapidement la preuve, puisqu'ici tout est simple. Alors premier point, f de 0 égale 0, on l'a déjà vu dans la preuve du théorème 2, donc on ne le refait pas. Deuxième point avec une soustraction, on prend le théorème 2 avec alpha égale moins 1, et on échange x1, x2. Donc ça nous fait ça, f de moins x2 plus x1 égale alpha, donc moins 1, f de x2 plus f de x1. Donc ici on a x1 moins x2, puisque l'addition des vecteurs commute, et pareil à l'arrivée, ça commute, et donc on a démontré le résultat. Si on prend x1, le vecteur nul de E en particulier, ici on a moins x2, ici f du vecteur nul, ça fait le vecteur nul d'après la première propriété, et le vecteur nul moins f de x2, ça fait moins f de x2. Donc en fait, on peut dire que pour tout vecteur x2 dans E, f de moins x2, c'est moins f de x2. C'est ce qu'on voulait démontrer. Et la troisième propriété, donc c'est vrai pour 1 égale 2 d'après le théorème 2, et ensuite en fait on généralise par récurrence pour montrer que c'est vrai qu'un nombre quelconque de termes.